et bienvenue sur le podcast Translucide, la machine à café des langagières et langagiers. Je suis Aurane, traductrice, entrepreneuse et cofondatrice avec Gaëlle Gagné du site Tradupreneur, une plateforme d'information et de services qui aide les traductrices et traducteurs indépendants à créer, développer et gérer leur entreprise. Dans ce podcast, je vous propose tous les mois une interview d'un amoureux ou d'une amoureuse des mots, linguiste, traducteur, traductrice, terminologue, interprète et bien d'autres encore, pour vous partager les richesses secrètes qui entourent les métiers des langues. Vous y découvrirez des parcours de vie, des conseils, des stratégies, des astuces et des outils pour lancer et développer votre entreprise langagière ou simplement vous familiariser à ce vaste univers. C'est donc une tasse de café ou de thé à la main, bien installée dans votre canapé ou votre siège de bureau, que je vous invite à écouter cet épisode. C'est parti! Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'épisode 7 de Translucide, le podcast de Tradupreneur. Après la traduction audiovisuelle en janvier, je m'attaque ce mois-ci à un autre grand pan du vaste monde de la traduction littéraire. Mais avant de vous présenter mon invité du jour, si vous voulez suivre toutes les activités de Tradupreneur, n'hésitez pas à vous abonner à l'infolettre mensuelle. Si vous souhaitez également donner un petit coup de pouce au podcast, plusieurs solutions s'offrent à vous. Laissez une note accompagnée d'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou bien encore vous rendre sur la page Tipeee de Translucide pour soutenir la réalisation des prochains épisodes. Maintenant, revenons à nos moutons. C'est lors de la remise du prix Pierre-François Caillet de la traduction que l'idée de cet épisode m'est venue. Mon intention ? Faire figurer en couverture du podcast le nom et prénom du lauréat 2021 pour rendre à Saint-Jérôme ce qui est à Saint-Jérôme. Notre invité est donc né en 1981 et vit en Suisse, à Lausanne. Sociologue de formation et auteur, notre invité traduit de l'allemand vers le français et a reçu, le 26 novembre dernier, le prix Pierre-François Caillet de la traduction 2021 pour sa traduction du roman L'Enfant Lézard de Vincenzo Todisco, paru aux éditions Zoé. Membre du collectif d'auteurs Caractère Mobile, qui a publié en 2019 le recueil Au Village, notre invité enseigne également l'allemand au Gymnase de Beaulieu, anciennement École supérieure de commerce de Lausanne. J'ai donc l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui sur Translucide Benjamin Pécou. Bonjour Benjamin. Bonjour. Comment vas-tu ? Ouais, ça va bien, merci de me recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour participer à cet épisode. Alors la première question que je pose à mes invités, c'est la suivante. Est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter et nous expliquer comment tu es devenu traducteur littéraire ? Comment je suis devenu traducteur ? Alors je m'appelle donc Benjamin Pécou, comme tu disais. Alors je suis devenu traducteur littéraire sur le tard en fait, puisque j'ai fait d'abord des études très longues de sciences politiques en Suisse, en France, que j'ai abandonné au bout d'un moment. Je faisais un doctorat et puis ensuite je suis venu à la traduction littéraire par l'étude de l'allemand à l'université, que j'ai repris des études à l'université pour apprendre l'allemand, enfin pour étudier l'allemand, disons, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la traduction littéraire. En fait, je voulais étudier l'allemand parce que je voulais enseigner l'allemand, mais j'avais pas tellement envie d'étudier la littérature allemande, d'analyser la littérature. C'était quelque chose ça m'a jamais tellement intéressé. Et là, en fait, il y a eu la possibilité d'étudier l'allemand à travers la traduction, en fait. C'est comme ça que à travers une pratique. Et c'est comme ça que j'ai découvert ça. C'était un peu un hasard, en fait, parce que à l'université de Lausanne, il y a un centre de traduction littéraire particulièrement important. Et c'est comme ça que j'ai vraiment découvert la traduction littéraire. Voilà. Et puis voilà, mais après c'est pas un hasard complet évidemment, parce que ça faisait très longtemps que je lisais beaucoup de traductions, que
que voilà, la littérature allemande, c'était ce qui m'intéressait, c'est ce qui m'a le plus influencé, qui me nourrit le plus. Et voilà, c'était un peu tout d'un coup une heureuse rencontre. Voilà. Et comment justement tu as traduit ton premier roman par quel concours de circonstances? Est-ce que c'est toi qui as proposé un texte à traduire à une maison d'édition ou comment ça s'est passé? Alors le premier roman, non, ça a été, enfin c'est à moitié, disons, on va dire. C'est-à-dire que c'est un éditeur qui m'a contacté à travers ce centre de traduction littéraire justement dont je parlais, qui est un peu une sorte de plateforme au centre de la traduction littéraire en Suisse romande, pour la traduction vers le français donc. Et c'est là que c'est comme ça qu'en fait que j'ai rencontré cet éditeur qui cherchait un traducteur. Et puis il était pas tout à fait au clair sur, enfin il y avait plusieurs pistes, il avait plusieurs envies, voilà, par rapport à différents livres qu'on lui avait proposés de maisons d'édition suisse-allemandes avec lesquelles il collabore régulièrement. Et c'est dans ce cadre-là en fait que je lui ai proposé dans ces possibilités de traduire le livre Elefanten im Garten de Meral Kureishi. Et c'est comme ça en fait qu'on est arrivé à collaborer et donc pour moi à traduire ce premier roman complet. Voilà. Et par la suite, tu as collaboré avec d'autres éditeurs ou tu as toujours travaillé avec le même? Non, bah après j'ai collaboré avec ça, c'était les éditions de l'Air à Vevey en Suisse, et puis là le livre de Vincenzo de Vincenzo Todisco, il est paru aux éditions Zoé. Et puis bah il faut aussi ajouter quand même tout ce qui est nouvelles pour des revues. En fait, ces deux romans prennent beaucoup de place, mais en fait moi ça me nourrit de rencontrer la langue de différents auteurs en fait. Et il y a pas que ces deux, il y a pas que les romans, il y a beaucoup de nouvelles pour des revues ou des extraits de romans pour par exemple je traduis pour les prix suisses de littérature ou ce genre de choses. Et donc du coup il y a beaucoup d'autres endroits où je peux rencontrer des auteurs et essayer de leur donner une voix française. Et donc pour rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, donc qui est la traduction littéraire, est-ce que tu pourrais d'abord définir peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent pas bien le milieu de la traduction, ce qu'est exactement le secteur de la traduction littéraire? C'est quoi les types d'ouvrages? C'est quoi ses spécificités? Ouais, fou. Alors, bah la particularité je sais pas si on peut disons moi j'ai jamais rien fait d'autre que de la traduction littéraire. Et ça touche uniquement les romans? C'est la traduction littéraire, c'est romans, poésie, théâtre. C'est ça, c'est tous les textes, je dirais, qui ont une fonction un petit peu fuyante à quelque part, une fonction dont on ne sait pas exactement quelle elle est. Et je pense que c'est ça qui est important dans la notion de traduction littéraire, c'est que les textes qu'on traduit, fondamentalement, on ne sait pas trop pourquoi ils doivent exister déjà pourquoi ils existent dans une langue et pourquoi ils devraient exister dans une autre langue. Personne n'en a a priori le besoin. Ils ne répondent pas aux besoins voilà, et c'est quelque chose de coup d'un petit peu flottant de ce point de vue. Voilà, et je pense que c'est ça qui est essentiel dans la définition. Après, voilà, on va pas définir ce qu'est la littérature, mais c'est par rapport à la traduction, c'est ça qui est important, je pense, c'est le fait qu'ils ne répondent pas clairement à un besoin et à une fonction. Et donc du coup, quand on les traduit ces textes, c'est à nous de leur inventer en fait une fonction ou de leur d'imaginer à quel besoin ils répondraient. Voilà, je dirais. Ouais. Ah, c'est très intéressant ta définition. J'avais jamais pensé à la traduction littéraire de ce point de vue-là. Et donc, comme j'ai mentionné dans ta petite présentation en début d'épisode, donc tu as remporté le 26 novembre dernier le prix Pierre-François Caillé de la traduction 2021, donc pour la traduction de l'allemand vers le français du roman L'Enfant lézard de Vincenzo Todisco aux éditions Zoé.
Et donc pour entrer directement dans le vif de l'histoire, est-ce que tu pourrais nous lire le premier paragraphe de ce roman, tout d'abord dans sa version originale, puis en français dans sa version traduite? Ben oui, avec plaisir, avec plaisir. Alors j'ai le livre là. Alors on va commencer avec la version donc en allemand. Donc Vincenzo Todisco, das Eidechsenkind, Roman und Kapitel 1. Das Kind macht zuerst das linke und dann das rechte Auge auf. Es hat den Kopf an 2 Orten. Einmal in Ripa, wo ihm nichts geschehen kann, und einmal in der Wohnung, wo es die Schritte zählen muss. 4 Schritte sind es bis zum Tisch, 2 bis unter die Kredenz, ein langer Schritt bis zur Spüle, und dann sind es 10 kurze Schritte hinaus aus der Küche bis in die Mitte des langen Korridors. Am weitesten ist es bis zur Stanza in Fondo, dem hintersten Zimmer. Genau 23 Schritte müssen das Kind im äußersten Notfall bis zum Schrank dort bringen. Merci beaucoup pour cette lecture en allemand. Et je vous propose la traduction. Donc Vincenzo Todisco, l'enfant lézard. Chapitre 1. L'enfant ouvre d'abord l'œil droit, puis le gauche. Il a la tête à 2 endroits. Une fois à Ripa, où rien ne peut lui arriver, et une fois dans l'appartement où il doit compter ses pas. 4 pas jusqu'à la table, 2 jusque sous le buffet, un grand pas jusqu'à l'évier, et 10 petits pas de la cuisine jusqu'au milieu du long couloir. Le point le plus éloigné est la stanza in fondo, la chambre du fond. En cas d'extrême urgence, il faut à l'enfant exactement 23 pas pour y atteindre la grande armoire. Merci beaucoup Benjamin pour cette lecture du premier paragraphe qui nous plonge vraiment directement dans l'ambiance du roman. Et justement, sans nous révéler le cœur de l'intrigue, de quoi parle ce roman? Ce roman de Vincenzo Todisco, c'est une histoire qui se déroule dans les années 60-70 en Suisse, mais la Suisse n'est jamais mentionnée. En fait, elle est toujours définie comme le pays d'accueil, qui accueille précisément qui accueille entre guillemets, disons, une famille d'immigrés italiens, parce que le père vient en Suisse pour travailler, pour gagner de l'argent. Et la particularité de la Suisse à cette époque, c'est qu'il avait un permis de séjour qui s'appelait le permis saisonnier. Et c'était un permis qui permettait aux immigrés de venir travailler, mais ils devaient rentrer 2 mois par année dans leur pays d'origine. Voilà, ils ne pouvaient pas rester 12 mois en Suisse, ils devaient rentrer 2 mois par année. Et ils n'avaient pas le droit de faire venir leur famille. Et en particulier, ils n'avaient pas le droit de faire venir leurs enfants. Et il y a c'est une époque donc où toute une série d'immigrés sont venus tout de même avec leurs enfants, puisqu'ils ne se voyaient pas se séparer de leurs enfants, et où donc en Suisse vivait toute une série d'enfants qui étaient cachés, qui n'avaient pas le droit d'être en Suisse, et qu'il fallait cacher à la police, etc., et dont on taisait la présence. Et c'est l'histoire d'un de ces enfants que raconte Vincenzo Todisco, et il l'appelle l'enfant lézard, parce que cet enfant caché dans un appartement en Suisse développe des sortes de caractéristiques un peu animales, parce qu'il doit toujours se cacher, voilà. Donc c'est ça, c'est l'histoire de cet enfant qui se développe dans un cadre très particulier, comme dans une sorte de prison. Et puis c'est l'histoire aussi d'une époque, et puis c'est l'histoire d'un immeuble avec toute une série de personnages. Il n'y a pas seulement lui et sa famille, mais d'autres immigrés, d'autres gens qui habitent dans un immeuble populaire, voilà, de l'époque. Voilà, le roman s'appelle L'enfant lézard, et donc en allemand, enfant, c'est... Alors je connais pas du tout l'allemand, mais c'est Das Kind, et si je me souviens bien, c'est un nom de genre neutre, donc on ne sait pas s'il s'agit d'un garçon ou d'une fillette. Est-ce que justement tu peux nous parler particulièrement de ce choix de traduction de l'enfant pour essayer de retranscrire l'intention de l'auteur par rapport à ce mot? Oui, c'est-à-dire que
Ce qu'on peut préciser, c'est que Vincenzo lui-même est donc d'origine italienne et qu'il est bilingue italien-français notamment, et qu'il a écrit ses précédents romans en italien. Et ça, c'est son premier roman qu'il écrit en français, en allemand, pardon. Et c'est vrai que Das Kind ici, lui-même le dit, est quelque chose qui lui plaisait, parce que précisément dans cette histoire, c'est un enfant, mais qui a une étrangeté très importante, et cette étrangeté se manifeste notamment dans la langue à travers le Das Kind et surtout le es. Quand on reprend, on dit pas il mais es, donc comme pour un objet, le neutre. Sans compter le fait évidemment qu'on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, mais voilà. Et donc ça, c'est vrai que c'était quelque chose d'assez efficace dans l'allemand pour créer cette étrangeté de l'enfant. Qu'il y a évidemment beaucoup moins en français où l'enfant, où il n'y a pas de neutre évidemment, et puis où alors l'enfant, on peut imaginer que c'est une fille ou un garçon, mais quand on dit l'enfant, ça fonctionne, mais après quand on dit il à plusieurs reprises, c'est difficile d'imaginer elle, voilà, une fille, voilà. Alors que c'est vrai qu'en allemand, certains lecteurs ont dit à Vincenzo que il aura fallu soit faire la moitié du livre avant pour laquelle ils ont pensé que c'était peut-être une fille, voilà. Mais plus que la nature garçon-fille, c'est le fait justement que le neutre aille ailleurs que est quelque chose qu'on n'utilise pas forcément naturellement pour les humains, quoi. C'est ça qui était... Oui, qui renforce aussi un peu l'étrangeté du personnage. Et est-ce que pendant ton processus de traduction, est-ce qu'il y a eu comme ça d'autres difficultés ou défis à relever par rapport à la transmission de certains concepts ou mots qui justement tu as dû adapter, et l'effet produit n'était pas forcément le même du passage de l'allemand vers le français? Je pense que c'est vraiment là où était le son. Alors il y a plein de choses évidemment, mais je pense que c'était là la principale difficulté que j'ai eue au début, en tout cas, c'est de trouver au fond un niveau de langue, parce que souvent c'est ça la traduction littéraire, c'est de trouver un niveau de langue qui fonctionne, parce que cet enfant lézard, si vous voulez, il est toujours défini à la limite de l'humain, et entre animalité et humain, voilà. Et il fallait faire très attention à ne pas tomber dans l'animalité, parce qu'en fait c'est jamais un lézard, en fait c'est toujours un enfant qui a des propriétés, des caractéristiques animales renforcées quelque part, voilà. Mais ce n'est jamais vraiment purement, il ne tombe jamais de l'autre côté, voilà. Et ça, il fallait faire très attention à ça, voilà. Je pense que c'était donc prendre soin qu'il n'y ait pas une phrase tout à coup où on se dit mais ça il nous parle d'un animal, là il ne parle pas d'un humain, c'est pas possible que ce soit un humain, voilà. Et ça, mine de rien, quand on passe d'une langue à l'autre, il faut faire attention. Et puis un autre élément qui était, je pense, le plus difficile là, c'était justement comme je disais, le niveau de langue. C'est-à-dire que Vincenzo, c'est un livre, il l'a écrit, c'est pas écrit au nom de l'enfant, c'est-à-dire le narrateur n'est pas l'enfant, c'est un narrateur omniscient qui raconte la vie de l'enfant, das Heiligskind, etc. Mais en restant toujours extrêmement proche de cet enfant. Et donc la langue de Vincenzo, c'est pas une langue enfantine, c'est pas pas une langue enfantine comme on imagine parce que quand on crée un auteur qui fait parler un enfant, c'est un espace de liberté énorme, puisqu'il peut inventer une langue, en fait. Voilà, c'est pas l'invention d'une langue qu'on met dans la bouche d'un enfant, mais c'est quand même une langue très proche qui essaye de rester le plus proche de l'enfant. Et ça, c'était assez difficile de faire attention que toutes les expressions qu'on utilise, tout le vocabulaire qu'on utilise soit toujours un vocabulaire, des expressions qui ne s'éloignent pas trop de l'enfant, voilà, qui soient des choses qu'on peut dire dans le monde autour de cet enfant, voilà, qu'on reste toujours le plus proche de lui, voilà. Et ça, c'était assez difficile, en fait.
tout à l'heure, tu as dit que donc Vincenzo Todisco, l'auteur, était bilingue français-italien, qu'il avait écrit ses premiers romans en italien et que là, c'était son premier roman qu'il écrivait en allemand. Et donc, lors de mes recherches pour préparer cette interview, je l'ai entendu dire qu'il considérait l'allemand comme sa langue de tête et l'italien comme sa langue de cœur, et que justement il avait essayé au départ d'écrire ce roman en italien et qu'il n'y avait pas, c'était trop compliqué, donc il était passé à l'allemand, à sa langue de tête. Comment tu comprends, toi, cette position de l'auteur par rapport à langue de tête, langue de cœur, et est-ce que toi, tu peux ressentir ça entre tes différentes langues de travail? Alors ouais, Vincenzo, il dit ça parce que voilà, c'est vraiment lié à son parcours, c'est-à-dire que fils d'immigrés italiens, il habitait en Suisse allemande, il habite toujours en Suisse allemande. À la maison, il parlait l'italien et à l'école, c'est là où il a appris l'allemand. Et après, il a fait des études supérieures c'est pour ça qu'il dit langue de tête, c'est parce que c'est toujours la langue de l'école, il l'a jamais appris dans le cadre familial en fait. Et c'est comme ça que après, quand il a commencé à écrire et que il a notamment écrit avant ce livre 2 romans qui ont aussi pour thème l'immigration italienne, et il les a écrits voilà en italien. Et puis là il raconte l'histoire. Vincenzo Todisco lui-même n'était pas un enfant caché, n'était pas un enfant lézard. Donc en fait là c'est plutôt un livre où il a un petit peu enquêté entre guillemets sur une thématique qui était pas exactement la sienne, en même temps qu'il connaissait très bien ce milieu évidemment. Et c'est là où il a eu besoin de prendre une sorte d'autre langue, quoi. Voilà. Un peu une prise de recul, peut-être? Peut-être, ouais, mais il disait aussi que il voulait raconter une histoire c'est assez clinique comme ça, c'est assez froid, c'est assez dur, c'est assez sombre, ce monde dans cet appartement avec cet enfant seul, etc. Et qu'il trouvait que l'allemand avait justement une économie de mots avec lequel qui lui était favorable, enfin qui était bonne pour l'histoire qu'il voulait raconter. Voilà. Il voulait quelque chose d'un peu sec, d'un peu économe de mots. Donc tu veux dire que l'allemand est une langue moins émotive, par exemple, que l'italien? C'est comme ça qu'il le ressentait, exact. Ouais. Après, c'est son ressenti, évidemment, c'est difficile de dire en général, mais oui. Pour lui, c'est sûr que c'est ça qui faisait qu'il n'arrivait pas à l'écrire en italien. Et puis, je crois que c'est aussi assez intéressant parce que c'est un tabou en fait, c'est-à-dire que ces enfants cachés, évidemment aujourd'hui encore, c'est très difficile d'en parler parce que les parents de ces enfants cachés ont honte d'avoir caché leur enfant, d'avoir comme ça imposé à leur enfant une condition illégale, donc ils n'en parlent pas, il y a une culpabilité. Oui, de les avoir privés de liberté. C'est ça, voilà, pour leur propre agrément, entre guillemets, hein, voilà, c'est une question évidemment, qu'est-ce qu'on ferait dans cette situation? C'est très compliqué, mais disons qu'il y a une culpabilité, et puis les enfants n'en parlent pas parce que souvent, quelquefois, on leur a même pas raconté qu'ils étaient illégaux à une telle ou telle période de leur vie, parce que c'est souvent quand ils étaient tout petits, donc voilà, on leur a caché certaines choses, ou si on leur a dit, ils ont aussi honte de le dire. Donc en fait, c'est un sujet aussi tabou, et je pense que le fait de pas utiliser l'italien disait aussi ça, c'est-à-dire que en fait, en italien, ça se dit pas, en fait, c'est-à-dire au sein de la communauté italienne en Suisse, c'est un sujet qui est peu évoqué, voilà. Et donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il a utilisé l'allemand, voilà, voilà. Et voilà. Ouais. Et toi, ton ressenti justement, ou si tu ressens différent quand tu parles allemand ou quand tu écris en allemand ou en français, quelle est ta perception par rapport à tes langues de travail? Moi, disons que je suis vraiment francophone. La différence, c'est que moi, je suis pas bilingue allemand-français. J'ai appris l'allemand à l'école. J'ai habité. C'est marrant. Je te coupe par rapport à ça. Comment on peut être traducteur littéraire et pas bilingue? Parce que je sais pas. Parce que je pense que, personnellement, je me sens pas bilingue. Je le suis pas.
Non, je demande ça parce que souvent, je fais un peu l'avocat du diable ou la personne lambda qui quand on dit qu'on est traducteur, dit ah mais t'es parfaitement bilingue. Et moi je te rejoins par rapport à ça. Et je pense que plus on a aussi un niveau de langue élevé dans une autre langue, plus on connaît ses lacunes et tout ce qu'on ne connaît pas. Et c'est difficile après de se dire qu'on est complètement bilingue parce qu'on connaît parfaitement Nos limites, ouais. nos limites, voilà. Mhm. Et c'est pour ça que je te posais la question bêtement, comment on peut être traducteur littéraire et pas bilingue? Ben, parce que je pense que ce qui est pour moi la traduction littéraire, mais après ça, chacun a son propre ressenti et façon de faire en fait. Mais c'est vrai que pour moi c'est d'abord écrire un texte en français. En fait, c'est d'abord écrire de telle façon à pouvoir proposer une expérience de lecture à un lecteur, voilà. Et c'est ça qui est le plus important pour moi. Enfin, pour moi c'est le cœur du travail, c'est ça en fait. Alors évidemment, si je sais pas l'allemand, ça pose problème. Et évidemment, j'ai envie de proposer une version française parce que j'apprécie le texte en allemand, parce que j'ai une expérience de lecture en allemand qui me plaît, que j'ai envie de restituer. Mais voilà, moi, disons par rapport à pas mal de collègues et d'amis qui font la même chose, qui sont dans la traduction littéraire, c'est vrai que j'ai pas une relation extrêmement intime à l'allemand. Enfin oui, j'ai une relation intime à l'allemand, mais pas extrêmement intensive. C'est-à-dire que j'ai pas des parents germanophones. Je parle pas allemand avec, je sais pas, depuis ma prime enfance. J'ai habité en Allemagne, mais voilà, ça s'arrête un peu là. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai pas cette idée de plusieurs langues disons, qui chacune aurait une fonction comme ça. J'ai une seule langue et puis qui est nourrie par contre par une autre langue qui est l'allemand. Voilà. Et c'est une espèce pour moi l'allemand c'est comme une espèce d'espace de liberté, de légèreté aussi parce que euh, c'est une ouverture sur l'ailleurs. Voilà, c'est une ouverture sur l'ailleurs. Et tu disais que donc pour toi la traduction littéraire c'était déjà de la traduction c'est de retranscrire et d'écrire d'abord en français. Justement, c'est quoi ta méthodologie quand tu entames une traduction? Tu commences par quoi? Déjà tu lis, j'imagine, le texte en entier, tu t'en nourris, et après voilà, c'est quoi tes différentes étapes pour arriver à ta traduction finale, où tu te dis c'est super, je suis super content de moi, c'est parfait. Est-ce que déjà tu te dis aussi à la fin c'est parfait? Non. Non, alors non. Non, comme je dis, enfin, disons que la version finale, comme par hasard, c'est celle qui est terminée juste avant le délai de reddition du C'est la texte. version du délai, quoi. Voilà, exactement. Ouais. C'est la meilleure version, comme par hasard. Hein, voilà. Donc c'est vraiment ça. C'est pour moi, c'est un travail que je pourrais poursuivre. Et voilà, si je rouvre ce livre et que je lis, il y a tout de suite des choses que je veux changer à chaque page. Ouais. Quoique avec le temps après aussi, on se détache un peu. Voilà. Mais voilà, oui, c'est vrai que c'est un travail. Moi, je fais peu de. Il y a des gens qui aiment bien vraiment lire dans le détail et de façon très fouillée la version originale avant de commencer. Et moi, j'ai un peu de peine en fait, parce que je me réjouis tellement. J'aime tellement traduire en fait. J'aime tellement faire ça que quand je lis la version allemande et que je sais qu'il va falloir que je la traduise, j'ai énormément de peine en fait à ne pas la traduire en la lisant. Et donc du coup, voilà, je lis le texte, mais après je me mets tout de suite à traduire, tout de suite, voilà. Et puis je le traduis en plusieurs versions. En fait, c'est une sorte de lent processus. Je quitte lentement l'allemand. C'est comme vraiment se séparer lentement de l'allemand. D'abord une première version où je suis vraiment beaucoup dans l'allemand, une deuxième version où je reviens beaucoup à l'allemand. Puis la troisième version où je reviens à l'allemand que quand je vois qu'il y a des problèmes en français. Et puis si tout va bien, là, voilà, dans cette troisième version, je reviens très peu à l'allemand, voilà, si ça fonctionne. Voilà. Oui, c'est juste pour des dernières vérifications et tu t'occupes vraiment que du style, voilà, que de l'effet produit en français Voilà. à ta dernière lecture.
Ouais. Et sur un roman comme L'Enfant lézard de 200 pages, combien de temps tu as eu pour le traduire? C'est quoi souvent les délais pour un roman de cette taille-là? Alors ça vraiment, ça dépend des maisons d'édition et du contexte. Là, c'était plutôt correct pour moi. Voilà, c'est-à-dire que j'ai commencé, je pense en avril, mai, quelque chose comme ça, et j'ai dû terminer ça en septembre, fin septembre. Donc ça fait avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 6 mois à temps partiel. Voilà, voilà. Et c'est plutôt correct comme temps, mais c'est-à-dire qu'il faut vraiment se rendre compte que la traduction littéraire, c'est l'éditeur qui décide des délais, c'est lui qui contacte le traducteur quand il en a besoin, et quelquefois voilà, il faut traduire quelque chose en 3 mois, voilà, et des délais complètement ahurissants. Donc en fait, c'est pas très fréquent de pouvoir travailler dans un contexte qui soit confortable et où on peut vraiment bien faire son travail. Voilà. Malheureusement, il y a beaucoup de contraintes là autour. Ouais. Et donc là, j'imagine que 6 mois, c'est un délai assez confortable pour traduire un roman de 200 pages? Oui, ça va. Ouais. Bah, disons, si j'avais été, après, c'est aussi le problème vu que c'est un métier, enfin, vu que c'est pas vraiment un métier, traducteur littéraire, c'est-à-dire que il faut trouver des mandats, voilà, et que c'est difficile que les choses se suivent l'un après l'autre et que les choses se recoupent, etc. C'est souvent un jonglage assez compliqué. Mais voilà, si j'étais à 100% là-dessus, en 6 mois, j'aurais vraiment eu largement, ouais, ça aurait été tout à fait correct. Le problème, c'est qu'on est rarement à 100% sur un livre, vu qu'il y a d'autres choses à faire, etc. Ouais. Et t'évalues par exemple à combien d'heures par semaine pendant 6 mois tu as pu travailler sur ce roman en plus de tes activités annexes? Ouais, c'est difficile, je compte pas mes heures. Ça doit dépendre aussi des moments, j'imagine. Oui, alors vraiment, c'est très difficile, mais je dirais de 2 jours et demi, bah à 50%, voilà, quelque chose comme ça. Donc je pense que ce serait 3 mois à 100%, mais à 100% vraiment très intensif, c'est-à-dire voilà, où on compte pas ses heures. Ouais. J'imagine bien. Et donc, à côté de ton activité de traducteur littéraire, donc tu es également, si j'ai bien compris, tu enseignes l'allemand, c'est bien ça? Exactement, précisément à temps partiel. Voilà, j'ai un petit mi-temps, enfin voilà, 40% pour être exact. Ouais, j'enseigne l'allemand depuis quelques années. Bah, je fais bah justement parce que j'aime beaucoup ça. Et puis aussi parce que j'ai de la peine à organiser. Comme je disais, c'est un métier. Il y a très peu de gens qui vivent de ça vraiment en Suisse. Alors même que en Suisse, les tarifs sont quand même peut-être les plus confortables, peut-être même au monde. Soyons un peu, puisque en fait, il faut savoir qu'en Suisse, voilà, vu que le pays est multilingue, il y a une sorte de soutien politique. Notamment à la traduction littéraire qui ne s'érode pas en fait, parce que même les forces de droite trouvent que c'est bien d'avoir un lien entre les régions du pays, vous voyez, dans l'idée d'un pays uni, etc. Donc en fait, il y a toujours des sous pour la traduction. Oui, il y a toujours des fonds alloués pour traduire des choses, des C'est textes. ça, c'est ça. Et même si on coupe dans d'autres domaines culturels, parce qu'on trouve inutile d'avoir de l'argent pour la culture ou comme ça, dans la traduction, on s'attend à rester parce que on trouve que ça a une autre fonction que juste culturelle. Ça a une fonction, voilà, un peu nationale en quelque sorte, voilà, un peu. Et donc du coup, voilà, mais même ici, voilà, c'est très peu de gens qui ne font que ça, parce que voilà, c'est difficile d'enchaîner de façon systématique les livres, etc. Et en fait, moi, je tiens pas non plus à le faire parce que voilà, c'est un peu aussi, c'est un travail quand même très solitaire et très, voilà, je pourrais pas faire que ça, en fait. Je pourrais pas passer d'un livre à un autre, etc. Ouais. T'as besoin aussi d'avoir d'autres contacts avec d'autres humains. Exact, voilà, ouais, oui. Et tu fais aussi partie d'un collectif d'auteurs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu aussi? Oui, alors c'est un collectif d'auteurs qui s'appelle Caractère Mobile.
On est 3. Il y a Mathias Ovald, Catherine Favre et moi. Tu disais qu'on a effectivement publié un recueil de textes courts en 2019, et on est en train d'essayer de publier un nouveau là actuellement. Alors c'est vrai que c'est de l'écriture collective, et dans ce sens-là, ça rejoint un peu ce que j'aime aussi dans la traduction, c'est-à-dire parce que pour moi la traduction c'est aussi une perspective collective sur la littérature qui va un peu à rebours, si tu veux, de l'idée que l'auteur, l'écrivain écrit seul dans son coin avec son inspiration intime. Voilà, c'est penser et investir la littérature comme quelque chose qui est collectif. Et la traduction, un livre traduit est par nature un objet collectif. Voilà. Et dans le collectif Caractère Mobile, on cherche précisément à imaginer non pas tant de l'écriture collective entre nous, on écrit des textes à 3 ou à 2, ce qu'on fait quelquefois, mais c'est pas toujours le cas, mais plutôt on cherche à écrire avec des lecteurs, voilà, avec le public. On cherche à en fait produire une littérature qui soit écrite à partir des textes rédigés par une grande diversité de gens, que ce soit nous, mais aussi les gens qu'on rencontre, les gens avec qui on écrit dans le cadre d'ateliers d'écriture, par exemple, ou des gens qui nous demandent d'écrire sur tel ou tel sujet, et on essaye de fabriquer des livres à partir de ces demandes et de ces apports, si vous voulez, si tu veux, un peu multiples. Voilà. Et donc on a écrit un livre au village où c'était une résidence d'écriture en Suisse, dans un village, et les gens sont venus nous demander des textes. En fait, on était comme des écrivains publics dans une version littéraire, et les gens nous demandaient des textes et on les écrivait pour eux. Voilà. Et on a fait un livre de ça qui s'appelle Au village. Et les sujets, c'était vraiment divers et variés, il y avait un peu de tout. C'est ça, en fonction des besoins, en fait, des besoins littéraires, en fait, des gens du village. C'est ça, ça pouvait être une lettre à un ami, à un proche, mais ça pouvait aussi être une histoire qui vous tient particulièrement à cœur, ou même un discours. Le maire du village nous a demandé un discours pour la fête nationale. Ça pouvait être, voilà, tout est rien en fait. Et à partir de ça, on pensait qu'on pouvait raconter le village, en fait, raconter ce village à travers les demandes de ses habitants, en fait, et des gens de passage. Voilà. Et puis là, on essaye de faire à l'école, après Au village à l'école, qui est un livre basé sur des ateliers d'écriture avec des adolescents. Et on essaye de raconter l'école, comme on a essayé de raconter ce village, avec toute une série de textes qui sont à la fois ceux qui sont écrits dans le cadre des ateliers par les adolescents, et d'autres textes que nous écrivons aussi en réponse à cette expérience. Voilà. Et tout ça en essayant de fabriquer un seul grand récit collectif. Voilà, c'est pas une œuvre commune voilà, via le collectif. C'est pas une collection, c'est pas un recueil de textes individuels, c'est une sorte de grand récit qu'on essaie de fabriquer. D'accord. Et donc je repensais quand tu disais que par nature une traduction était une œuvre de collaboration. Est-ce que tu as eu des relations particulières avec l'auteur, avec Vincenzo Todisco pour L'Enfant Lézard pendant ton processus de traduction, ou finalement pas tant que ça? Finalement pas tant que ça. On s'est jamais vu pendant que j'ai écrit la traduction. Par contre, on s'est beaucoup vu depuis. Et je crois que, en fait, j'avais peu de questions. Voilà, j'avais peu de questions par rapport à son texte. Et puis moi, voilà, je traduis son texte. Je traduis pas Vincenzo Todisco. Je traduis Das Eidechsenkind. C'est pas tout à fait la même chose en fait. Et moi, disons, il y a déjà tellement dans le texte, il y a tellement de lui dans le texte que voilà, c'est là où tout se trouve pour moi. Voilà. Donc en fait là, on se serait vu plutôt pour contacter, je l'aurais contacté plutôt pour des
problèmes, si j'avais eu des soucis de compréhension de certains éléments, ce qui n'était pas le cas, voilà. Oui, sur ce projet, il n'y avait pas forcément besoin d'avoir beaucoup de contact avec l'auteur. C'est ça, voilà, c'est ça. Et puis, ouais, c'est plutôt après qu'on s'est vraiment vu. Et lui-même traduisait son livre en italien juste après moi. Donc en fait, il a attendu en fait ta traduction pour commencer à traduire en italien? Non, il l'avait déjà commencé, mais il était bien content d'avoir une version française pour voir un peu comment j'avais fait, alors que lui se lançait un peu dans cette expérience parce qu'il avait jamais traduit, il s'était jamais autre traduit, et là donc il réécrivait son livre en italien, quoi. Mais il avait très envie il s'était fixé pour règle de faire de la traduction, non, enfin. Il estime que c'est pas forcément de la traduction, mais il s'était fixé, il allait pas réécrire, se prendre des libertés. Voilà, il voulait faire le même livre en italien. Oui, parce que justement, je l'ai entendu dans une interview dire que pour lui, il qualifiait pas son travail vers l'italien de traduction, mais plutôt de travail d'écriture en italien à partir de son texte en allemand. Et justement, moi, j'avais une question. Selon toi, quelle place occupe le traducteur face à l'auteur ? Est-ce que c'est un auteur à part entière finalement le traducteur ou Voilà, moi je suis l'auteur du texte français, donc de ce point de vue, voilà, je suis l'auteur de ce texte. Par contre, je suis pas l'auteur de ce projet, je suis pas l'auteur de cette idée, de cette façon de le mener, de la perspective, etc. Tout ça, c'est Vincenzo Todisco. Donc, voilà, pour moi, c'est important je pense que c'est un peu compliqué comme question parce que d'un côté, c'est sûr que la façon dont moi j'ai traduit son roman, quelqu'un d'autre l'aurait traduit différemment, et donc du coup, ce serait une autre expérience de lecture pour le lecteur francophone. Mais dans le même temps, je pense qu'il y a une sorte de contrat implicite entre le lecteur le lecteur qui achète qui lit une traduction, c'est que voilà, il n'a pas envie à chaque page, à chaque phrase de se dire je lis la traduction de l'auteur. Voilà, il a envie de lire cet auteur, il a envie d'être en relation avec celui qui a écrit ce texte. Donc en fait, du coup, le traducteur disparaît un peu. Comme on dit, c'est une bonne traduction, c'est ce que tout le monde dit, c'est tout le temps, c'est une bonne traduction, c'est quand on remarque pas que ça a été traduit. Donc en fait, c'est le moment où, voilà, le traducteur disparaît, c'est la réussite c'est un peu l'objectif ultime du traducteur, c'est de disparaître, voilà. Mais justement sur le côté disparaître, aussi d'où le nom, tu vois, du podcast Translucide, le fait que le traducteur est là, mais il n'est pas complètement transparent. Et s'il n'était pas là, il y aurait pas de traduction en français, par exemple, de livres en allemand. Et donc j'ai remarqué avec plaisir que sur la couverture du roman L'Enfant Lézard, il y avait marqué roman traduit de l'allemand par Benjamin Picou. Et j'ai trouvé ça très bien parce que souvent le nom du traducteur ou de la traductrice ne figure pas en couverture. Et ce qui fait que, comme tu dis, oui, quand on est lecteur, on a envie de lire l'œuvre de tel ou tel auteur. Mais en tout cas, moi, pour ma part, je trouve ça aussi important de mentionner que ça a été quand même traduit par quelqu'un et qu'une personne a rendu cela possible. Et donc, ma question, c'était, est-ce que toi, déjà, tu trouves que c'est une bonne pratique de mettre le nom du traducteur sur la couverture directement, que ce soit visible? Et si oui, est-ce que tu souhaiterais que cette pratique se démocratise? Oui, je pense que c'est une bonne chose que le nom du traducteur, de la traductrice figure sur la couverture, et je pense que c'est important, et je pense qu'il faudrait que ce soit largement généralisé, en fait, que ce soit généralisé, systématisé, complètement, ouais. Maintenant, je pense, personnellement, pour moi, c'est pas important que mon nom figure sur la couverture. Personnellement, je trouve ça pas important, mais ce qui est important pour moi, c'est que le fait que ce soit un roman traduit, un texte traduit, soit clairement
manifeste, soit vraiment communiqué et que ça existe en tant que le roman traduit existe en tant que roman traduit. Et c'est, je pense, derrière la stricte question du nom du traducteur ou de la traductrice ou de son invisibilisation, qui est effectivement un problème, il y a, par-delà cette question, la tentative répétée de faire de romans écrits ailleurs des objets français. Voilà, des objets français. Et je pense que c'est le principal souci, en fait, c'est de transformer un texte produit dans une culture littéraire totalement différente, qui est à l'autre bout du monde, et de la transformer en un objet comme si en fait c'était du français, tout ça, quoi. Comme si, et donc je pense qu'il faut vraiment que la traduction, pour moi, elle permet d'ouvrir la littérature française. Elle permet de décadenasser un certain nombre de choses. Elle permet d'exploser des façons de faire, des règles, de façon d'écrire, des choses qu'on dit ça va pas, ça. D'apporter de la nouveauté, une Exact. nouvelle vision du monde aussi, parce que chaque culture a une façon de Exactement. raconter des choses. Ouais. Et c'est important aussi que ça se retrouve dans la traduction, et que voilà, il peut y avoir à certaines lectures, on peut très bien se dire ah mais c'est bizarre, ou je suis pas habituée, j'ai jamais lu un texte comme ça, mais c'est sûr que si on lit un texte en langue originale, c'était du coréen, du japonais ou de l'ukrainien, bah voilà, ça va pas faire pareil. C'est ça. Ouais. Donc je pense que c'est important que, disons, que la fonction de la traduction littéraire, ce soit d'ouvrir un peu le champ littéraire français, les pratiques habituelles, et pour ça, le fait d'avoir le nom est une façon de dire, bah voilà, en fait, il existe au sein de notre littérature toute une série de livres qui ne sont pas à l'origine de la littérature française, hein. Et ça, pour moi, c'est ça qui est important. Cette façon c'est une sorte d'alternative, une façon de décloisonner, de questionner la façon dont on fait en français, hein. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait ces noms. Parce que s'il n'y a pas ce nom, c'est pas forcément parce qu'on a envie de cacher le nom du traducteur ou de la traductrice. C'est souvent, moi, ça m'est déjà arrivé de comprendre que, en fait, s'ils voulaient pas mettre le mot traduit de l'allemand par sur la couverture, c'est parce qu'ils pensaient que si on écrivait traduit de l'allemand par sur la couverture, ça allait faire fuir le client, le lecteur, parce qu'il se dit ouf là là, un texte qui vient de l'allemand, c'est compliqué cette histoire, je sais pas ce que c'est, ça m'intéresse pas. D'accord. Tu vois? Ouais, je vois. Donc, c'est bizarre parce que, enfin, quand même, parfois au nom de l'auteur, on sent bien que c'est pas un nom. Enfin, Vincenzo Todisco. D'ailleurs, on peut plutôt se dire que ça a été rédigé en italien au départ. Exactement, ouais. C'est marrant que l'éditeur ait cette peur par rapport à cette petite phrase, alors que bah il y a quand même des indices qui transparaissent aussi dans le nom de l'auteur. C'est ça, exactement. Mais après, il y a des modes où il y a des façons, bah, voilà, traduit du japonais, bah, je pense que ça marchera bien parce qu'il y a un certain attrait pour la littérature japonaise, etc. Mais c'est sûr que si on dit traduit de certaines langues, en fait, les éditeurs, enfin, il y a vraiment une tendance à se dire, ouh là là, mais ça met pas en valeur le livre. C'est terrible de dire ça, mais je pense vraiment que c'est le cas. Voilà. Et donc, bah, c'est ça qui est important, c'est que justement, ça s'ouvre. Voilà, pour moi, c'est voilà. Oui, et puis ouvrir la traduction littéraire à plus aussi d'ouvrages traduits en d'autres langues que l'anglais, parce que je crois que la grande majorité, alors j'ai pas les chiffres exacts, peut-être que toi tu les connais mieux, mais je crois que plus de 50% des livres traduits en édition sont de l'anglais. Après, je connais pas la part de l'allemand. Je crois qu'elle figure parmi les premières, enfin dans peut-être le top 5, mais je crois que c'est pas non plus au niveau du pourcentage, c'est pas énorme, hein, le nombre de littérature allemande traduite vers le français chaque année. Ouais. Donc c'est vrai que pour moi le traducteur ou la traductrice est, si tu veux, une sorte le vecteur de porte en fait toute une perspective sur la littérature, en fait, sur le fait que la littérature a besoin d'être ouverte à d'autres façons d'écrire, à d'autres champs culturels, et puis que la littérature est une pratique collective. C'est aussi quelque chose qui est important. Et c'est pour ça que c'est important que le nom il soit écrit sur la couverture. Voilà. Et que ce soit pas caché. Voilà.
Bah écoute, merci beaucoup Benjamin d'avoir discuté avec moi de traduction littéraire. Et donc pour conclure ce podcast, on va passer à la troisième partie, donc, qui s'appelle la rubrique des 3 traductions. Donc tout simplement, je vais te poser la première question. Quelle ressource ou quel outil numéro 1 conseillerais-tu à une tradupreneuse ou tradupreneur? Donc à entendre un traducteur ou une traductrice à l'esprit entrepreneurial. L'esprit entrepreneurial. J'ai pas forcément l'esprit très entrepreneurial. Donc c'est. Ou tout simplement un traducteur ou une traductrice. Ouais. Alors disons que voilà, il faut pas. C'est pas moi qui suis vraiment le meilleur organisateur voilà de mon parcours, etc. Mais bon, moi je dirais l'outil. Moi c'est ça parce que j'avais lu que tu me dis outil, j'entends outil. Ben moi disons que je suis quelqu'un de. Je me dis souvent que sans Internet, je crois que je ferais pas de traduction littéraire, hein, parce que ce serait trop exigeant. Pour moi, des sites comme Léo, le dictionnaire online Léo, avec tout un espace, un forum destiné où on peut discuter avec d'autres gens, poser des questions, voir comment d'autres gens ont traduit. En fait, sans cet outil-là, Internet et en particulier certains sites comme Léo précisément, vraiment j'aurais toutes les peines du monde à faire ce travail. Parce que justement, comme je disais, je suis pas parfaitement bilingue et que même si j'étais bilingue, pour bien comprendre toutes les possibilités qu'il y a dans une phrase et le sens des mots, voilà, je serais comme ça à feuilleter en permanence un dictionnaire, ça me prendrait des heures et des heures. Et il t'en faudrait 50 différents pour essayer de trouver toutes les informations dont tu as besoin. Exactement, ouais. Donc moi je dirais que pour moi l'outil sans un certain nombre de sites internet et sans internet, franchement voilà, j'arrive même pas à imaginer comment faisaient les traducteurs moi non plus, avant internet. Je sais pas, c'est une vaste nébuleuse où les personnes qui ont fait des dictionnaires bilingues, voilà, sans, je sais pas, elles avaient tout dans leur tête, c'est possible. Et ouais, là c'est un texte pas forcément. Après voilà, je te dis qu'il faut des choses où c'est vraiment tellement obscur. La langue est tellement créative et tellement que vraiment, ouais, c'est pas seulement que ça me permet de contrôler, c'est aussi ça me donne plein d'idées. Voilà, c'est sur Internet, on trouve tellement de choses. Sur Google Images, on trouve tellement d'images des mots qu'on traduit. Ça ouvre tellement de perspectives, etc. C'est assez vertigineux d'ailleurs. Oui, on peut passer des heures et des heures à chercher un mot, une phrase, un terme. C'est assez passionnant. Alors, ma deuxième question est la suivante. Quel conseil te donnerais-tu aujourd'hui à la personne que tu étais quand tu t'es lancée dans la traduction littéraire, dans cette formidable aventure? Quel conseil? Je sais pas trop si je les écouterais en fait. J'étais pas forcément du genre à écouter mais ouais, justement de pas trop écouter les conseils justement, c'est-à-dire moi j'ai fait un programme pour jeunes traducteurs qui s'appelle le programme Goldschmidt, qui est pendant plusieurs mois où on a rencontré un programme pour les jeunes traducteurs franco-allemands en gros. Et c'était super, j'ai découvert plein de choses. Je pense que se rappeler qu'en fait c'est quand même beaucoup des hasards qui fait que tout d'un coup qui font que tout d'un coup on peut se retrouver à traduire tel ou tel texte quoi, avec telle ou telle maison d'édition pour telle ou telle revue, que tout ça est extrêmement compliqué à organiser précisément en amont, à imaginer un plan, un programme, etc. Et que tout ça reste, et encore après, une fois que on a réussi à publier une ou deux traductions, tout ça reste extrêmement nébuleux et hasardeux en fait, voilà. Et donc du coup, c'est ça pour moi le conseil, c'est de se dire que le hasard est au cœur de ça, et que quelquefois j'ai l'impression on peut se dire je vais faire des belles fiches de lecture, je sais comment bien vendre un livre pour essayer de convaincre un éditeur, mais bon,
Oui, bien sûr, mais ça reste extrêmement compliqué, extrêmement, voilà, il n'y a pas de, tout ça est, voilà, c'est un peu, qu'est-ce qu'on peut faire à tel ou tel moment, ça me semble être beaucoup le fruit du hasard, quand même. Voilà. Voilà. Et justement, par rapport au hasard, est-ce que tu dirais que la réception du prix Pierre-François Caillé 2021, est-ce que c'est un grand hasard pour toi? Disons, ouais, c'était une surprise, en tout cas. Une joyeuse surprise. Mais le précédent livre avait déjà été sélectionné par le jury. Il avait pas reçu le prix. Du coup, j'avais déjà entendu parler du prix, etc. Mais oui, voilà. Mais je pense qu'il y a aussi une part un peu de hasard, justement, parce que tout à coup, qu'est-ce qui fait qu'on prime tel ou tel livre? Il y a tellement de facteurs. Donc justement, là aussi, j'ai pas parce que je reçois ce prix pour ce livre que je me dis, ah, ce livre est magnifiquement traduit, etc. C'est juste un fruit de tout plein de hasard. Et du coup, quelquefois, c'est aussi un peu frustrant parce qu'on on se dit qu'il n'y a rien qui nous revient vraiment. Et est-ce que depuis que tu as reçu ce prix, est-ce que tu as vu un changement ou des plus d'éditeurs qui sont venus te voir, ou pour l'instant pas tellement Pour l'instant, pas tellement, mais déjà pour la raison que j'essaye d'écrire un roman, j'ai un projet de roman et actuellement je suis plutôt, je fais il y a quand même des projets de traduction qui continuent à me tenir à cœur, mais j'essaye d'écrire mon propre roman, donc en fait je suis pas non plus extrêmement actif à proposer des choses à droite à gauche. Même si j'ai toujours des envies et que je reste voilà disponible parce que c'est quelque chose que j'aime tellement faire. Voilà, s'il y a la possibilité de faire quelque chose qui m'intéresse, ce serait super. Voilà. Mais du coup, j'ai pas vraiment vu non pour l'instant l'effet du prix, mais j'espère peut-être que qui sait, peut-être que ça aura un effet. Ouais, je suis sûre. Et puis oui, comme tu dis, si ta priorité du moment c'est le roman, bah tu verras après par la suite pour la traduction. Mais je suis sûre que ça ira avec. Mais en tout cas, est-ce que toi, ça t'a donné plus confiance dans ta pratique, le fait de recevoir ce prix, ou comme tu le dis, bah tu considères pas cette traduction comme foncièrement meilleure que les autres que tu as pu faire, mais est-ce que ça t'a donné quelque chose en plus? Honnêtement, non. Ça m'a pas. Non, bah là justement, je viens de terminer une traduction, un extrait de roman. Et puis, c'est-à-dire, c'est aussi, voilà, la traduction, c'est on se met toujours au service d'un autre auteur, d'un autre texte. Du coup, on repart vraiment quand même à zéro Oui, à c'est une chaque fois. découverte à chaque fois, c'est des nouveaux Voilà. défis à chaque fois qui se présentent à nous. Ouais, vraiment. Ouais, ouais. Et donc non, en fait, non. Moi, je pense que c'est juste, pour moi, ce qui est important, c'est le moment où je lis ce que j'ai fait, et puis où je trouve que ça fonctionne. C'est toujours ce même sentiment, un petit peu, euh, voilà, quelque chose que je ressens ou pas. Et puis ça, c'est vraiment dans le texte et c'est indépendant de tout ce qui est autour du texte, ouais. Merci beaucoup pour ta réponse. On a un peu dérivé du coup de nos 3 traductions. On va passer à la troisième. Si tu avais une baguette magique, quel cliché concernant la traduction littéraire souhaiterais-tu voir supprimé? Je pense que ce serait précisément cette histoire de bilinguisme, cette histoire de... Quelquefois, j'ai l'impression que les gens, ils imaginent que la traduction, c'est une espèce de performance, un peu d'animal de foire, comme ça, qui... quand on lui dit un mot dans une langue, il répond l'autre mot dans l'autre langue, que qui- comme si c'était une espèce de jeu comme ça, une espèce de sudoku voilà, Un rond ou une croix? des mots quoi. C'est ça, voilà. Et alors je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ça aussi, qui aiment beaucoup ça, qui se disent ah mais dans cette langue il y a pas ce mot, il y a les intraduisibles, etc. Et puis moi, je trouve personnellement, justement, je dis tant mieux, c'est des gens qui voilà, qui s'intéressent. Enfin voilà, je juge pas,
Mais je dis personnellement, je trouve, enfin moi je ressens que ça nous éloigne souvent de, justement de la force du souffle de la littérature, qui est ce souffle justement, ce désir de poursuivre un texte, de continuer à le lire, d'y trouver quelque chose, qu'on sait pas trop quoi, etc. Pour moi c'est ça que j'aime, c'est ça que j'essaye de faire, et je me sens un peu très disons que, voilà, tout cette gymnastique comme ça entre les langues, et qu'on associe souvent à la traduction, me laisse un peu froid en fait, voilà. Et quelquefois j'ai l'impression qu'on se dit un traducteur c'est quelqu'un qui aime et qui fait cette gymnastique et qui est compétent là-dedans, et je me sens pas forcément compétent là-dedans, et Ou c'est une partie du métier, c'est comme tu disais, quand tu commences ta traduction, tu fais finalement dans ton premier jet cette gymnastique vraiment entre les langues, en te reportant beaucoup à l'allemand, et plus tu continues ton travail, plus aussi tu as tout ce travail d'écriture en français et de peaufinage, et finalement, oui, je pense que, en tout cas, moi c'est comme ça que je le perçois, ça fait partie du travail de traducteur, cette gymnastique entre les langues. Mais ça ne peut pas se réduire à juste cette simple gymnastique, parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Le message qu'on a envie de transmettre, c'est surtout ça l'important. C'est c'est comment ça. on transmet le message, quels outils on utilise, nous, dans notre propre langue, pour avoir l'effet escompté, et que ce soit pour traduire de la littérature, faire ressentir certaines choses au lecteur, ou comme moi, voilà, qui fait pas mal de traduction marketing, quand on veut vendre un produit, il faut que ce soit percutant, il faut que ça donne envie, que ça suscite de l'intérêt. Exactement, ouais, et quand ça fonctionne pas, c'est pas parce que la gymnastique n'est pas maîtrisée, c'est pas parce que, voilà, à un certain stade, oui, peut-être, mais pour un texte général, c'est pas, voilà, c'est un souffle qui lui manque, quoi. On n'a pas trouvé une façon de l'investir, voilà. Et du coup, voilà, je pense que pour moi, c'est ça qui, quelquefois, voilà, limite la reconnaissance aussi de la traduction littéraire. C'est clair que si on imagine que c'est une espèce de petit exercice équilibriste comme ça, où je te dis ça, tu me réponds ça, du tac au tac comme ça, c'est clair qu'à la fin on va pas mettre le nom du traducteur sur la couverture, et puis que surtout qu'on va tous disparaître pour la machine, voilà. Je pense que pas encore, en tout cas pas tout de suite le cas. Non, je pense pas, parce que voilà, la machine, elle met pas en contexte, elle prend les choses une par une, elle fait des analyses par rapport à tout ce qu'elle a engrangé dans sa mémoire, mais je pense qu'elle n'a pas encore l'analyse fine de l'esprit humain, pour prendre telle ou telle décision. On dit, voilà, machine intelligente, mais elles sont programmées par l'humain, mais elles ne réfléchissent pas par elles-mêmes. Exactement, ouais. Donc voilà, ce serait ça. Peut-être que si j'avais une baguette magique, je pense qu'elle comprendrait pas vraiment qu'est-ce qu'elle doit faire. Si justement on la programmera bien Exactement, ouais. pour qu'elle fasse ce que tu lui demandes. Écoute, avant de nous quitter, Benjamin, est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent par quels moyens ou plateformes elles peuvent te joindre si elles ont des questions, ou si elles veulent poursuivre un peu la discussion? Me joindre par le site du collectif d'auteurs Caractère Mobile. Collectif, c'est sur, il faut aller sur internet, voilà, il y a le mail c'est par là que je reçois qu'on peut me contacter, voilà, par le site par l'adresse mail du collectif, voilà. Ça marche. De toute façon, je mettrai toutes ces informations dans la description de l'épisode. En tout cas, j'ai vraiment été ravie de partager cet épisode avec toi, de pouvoir parler, voilà, de traduction littéraire, de pouvoir parler du prix Pierre-François Caillé, de l'Enfant Lézard, de la place du bilinguisme dans la traduction, et du nom de l'auteur aussi sur la couverture des romans. Voilà, moi je te souhaite tout plein de bonnes choses pour la suite de tes aventures romanesques, en traduction et en enseignement de l'allemand. Et puis voilà, je te souhaite une très bonne journée.
Merci à toi, bonne journée à toi aussi. Voilà, et au plaisir. Merci, c'était un plaisir de discuter. À moi aussi, à bientôt. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il aura été pour vous l'occasion de découvrir plus en détail, au travers du profil de Benjamin, le monde secret de la traduction littéraire, de mesurer plus en profondeur le rôle et la place du traducteur dans la littérature, et de déconstruire ce cliché bien ancré, traducteur ou traductrice égale bilingue et vice-versa, ce qui, vous l'aurez compris, est loin d'être vrai. En effet, les possibilités sont multiples et finalement l'important ne serait-ce pas de retranscrire le plus fidèlement possible une idée, une culture, une vision du monde d'une langue vers une autre? Concernant la notion de fidélité au texte original, ne vous inquiétez pas, nous aurons l'occasion d'en reparler dans les prochains épisodes. Si vous avez apprécié cet épisode de podcast de Translucide, n'hésitez pas à laisser une note accompagnée d'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous contribuez ainsi à rendre le podcast plus visible et de le faire découvrir à plus de monde. Si vous souhaitez aussi soutenir le podcast, je vous invite à aller faire un tour sur la page Tipeee de Translucide pour y réaliser un don du montant de votre choix. Vous retrouverez bien entendu tous les liens et ressources utiles de cet épisode directement dans la description. Quant à moi, je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée et vous dis à dans un mois pour un prochain épisode.